Chers amis et fidèles auditeurs, bienvenue dans ce moment de partage et d'évasion que nous créons ensemble. Prenez une profonde inspiration, fermez les yeux un instant et laissez-vous transporter loin des tracas du quotidien. Imaginez-vous assis confortablement dans un fauteuil en velours, près d'une cheminée qui crépite doucement. L'odeur du bois brûlé se mêle au parfum subtil du thé fumant dans votre tasse. Vous êtes maintenant prêt à plonger dans un univers fascinant où le mystère règne en maître et où les plus grands esprits s'affrontent dans une quête de vérité. Je tiens à vous remercier sincèrement pour votre présence ici aujourd'hui. Votre fidélité me touche profondément, car c'est grâce à vous que je peux continuer à partager ces histoires captivantes. Chaque clic, chaque like, chaque commentaire est un encouragement précieux qui nourrit mon inspiration. Alors, merci infiniment pour votre soutien. Aujourd'hui, nous allons explorer un classique intemporel revisité avec sensibilité et élégance. Sherlock Holmes, le scandale en Bohème. Inspiré et rédigé dans le style de la romancière Danielle Steele, cette adaptation vous emmènera dans les ruelles pavées de Londres victorienne, où l'intelligence aiguë du célèbre détective croise le destin d'une femme aussi énigmatique qu'inattendue. Préparez-vous à être captivé par une intrigue labyrinthique parsemée de rebondissements inattendus. Maintenant, laissez tout derrière vous et entrez dans cette aventure extraordinaire. Voici un petit résumé de cette affaire. Dans cette adaptation inspirée de Conan Doyle, Sherlock Holmes est confronté à son premier grand défi, résoudre un scandale impliquant le roi de Bohème lui-même. Un portrait compromettant menacerait de ruiner sa réputation lorsqu'il souhaite épouser une princesse scandinave. Mais ce n'est pas seulement une affaire d'espionnage ou de chantage. Elle cache également des secrets personnels qui remettent en question les certitudes du génial détective. Avec son fidèle compagnon, le docteur Watson, Holmes devra naviguer entre mensonges, passions interdites et manipulations politiques pour découvrir la vérité derrière cette mystérieuse affaire. Chapitre 1. Les portes du mystère s'ouvrent. Londres, fin janvier 1886. Les rues étaient encore couvertes d'une fine couche de neige lorsque j'entrais dans notre appartement de Baker Street. Le froid glacial m'avait suivi jusque dans la pièce, mais dès que je franchis le seuil, une chaleur apaisante m'enveloppa. La cheminée crépitait doucement, projetant une lumière dorée sur les murs recouverts de livres poussiéreux et de papiers éparpillés. C'était chez moi autant que chez Sherlock Holmes, bien que ce dernier y passât moins de temps que moi. Ce matin-là, il était déjà debout, penché sur une loupe, examinant une enveloppe usagée qu'il tenait entre ses doigts fins. « Watson !» s'exclama-t-il sans lever les yeux. « Approchez donc. Cette lettre pourrait bien contenir l'un des plus grands mystères de notre époque. » Je posai mon manteau sur le dossier d'un fauteuil et rejoignis mon ami. Il avait toujours cet air concentré, presque hypnotique, lorsque quelque chose attirait son attention. Ses traits aristocratiques étaient marqués par une intense curiosité intellectuelle et ses yeux perçants semblaient percer les secrets cachés derrière les apparences. Quel genre de mystère? Demandai-je en prenant place face à lui. Celui qui mettra peut-être fin à la carrière politique d'un souverain, répondit-il simplement avant de me tendre l'enveloppe. Elle portait un sceau royal et un tampon indiquant Prague comme point d'origine. Mon cœur battit plus vite à mesure que je réalisais l'importance potentielle de ce document. « Qui vous l'a envoyé ?» insistai-je. « Notre visiteur de ce soir, » dit Holmes en consultant sa montre. « Nous recevrons Sa Majesté le Roi, de Bohème vers 20 heures. Il semble qu'un certain tableau menace de bouleverser ses plans matrimoniaux. » Je fus pris d'un léger étonnement. « Un tableau? Expliquez-moi cela. » « Oh, Watson, ce n'est jamais qu'un détail dans une affaire beaucoup plus complexe. Mais voici ce que je sais jusqu'à présent. Ce portrait représente une jeune femme dont la beauté transcende les frontières artistiques et morales. Si ce tableau tombe entre de mauvaises mains, il pourrait compromettre non seulement
le mariage du roi avec une princesse scandinave, mais aussi toute sa position politique. Holmes s'interrompit un instant, puis ajouta avec un sourire en coin, et si cela n'était qu'un prétexte pour masquer autre chose. Le reste de la journée fila rapidement. Nous discutâmes stratégie, évoquant les différentes pistes possibles, tandis que Holmes pianotait distraitement sur son violon. Vers 19h30, un coup discret frappé à la porte annonça l'arrivée de notre visiteur. Je me levai pour ouvrir, et devant moi se tenait un homme d'une quarantaine d'années, vêtu d'un costume sombre impeccable. Son visage exprimait à la fois autorité et anxiété. « Monsieur Holmes ?» demanda-t-il d'une voix grave. Mon ami s'avança immédiatement. « Votre Majesté, quel honneur! Permettez-moi de vous présenter le docteur John Watson, mon collègue et confident. » Le roi nous salua brièvement avant de prendre place dans l'un des fauteuils. « Monsieur Holmes, je viens à vous parce que personne d'autre ne peut m'aider. Mon royaume est en jeu, ainsi que mon honneur personnel. » Il raconta alors son histoire avec une clarté remarquable. Des années plus tôt, alors qu'il était encore prince héritier, il avait entretenu une liaison avec une cantatrice italienne nommée Irène Adler. Elle était brillante, charismatique et redoutablement intelligente. Ensemble, ils avaient passé quelques mois passionnés, jusqu'à ce que leurs chemins se séparent. Mais Irène avait conservé un souvenir tangible de leur relation. Un portrait peint par un maître anonyme, représentant leur amour défendu. Maintenant, ce tableau circulait dans les cercles diplomatiques, prêt à être utilisé contre lui. « J'ai besoin que vous le retrouviez », conclut-il, coûte que coûte. Holmes acquiesça calmement. « Votre Majesté peut compter sur moi, mais permettez-moi de vous avertir, rien n'est jamais simple avec Mademoiselle Adler. Ce fut là le début d'une enquête qui allait changer nos vies à jamais. » Chapitre 2. La piste de l'énigmatique cantatrice. Le lendemain matin, Holmes et moi nous rendîmes à Covent Garden, où Irène Adler avait donné plusieurs concerts. Le théâtre était désert à cette heure matinale, mais une vieille femme balayait les couloirs avec application. Ses gestes étaient précis, presque rituels, comme si chaque mouvement obéissait à une habitude bien établie. Holmes s'approcha d'elle, son charme naturel opérant immédiatement. « Madame, seriez-vous disposée à nous parler de Mademoiselle Adler ?» demanda-t-il avec courtoisie. Elle hésita un instant, posant son balai pour nous regarder attentivement. Son visage ridé trahissait des années passées dans cet endroit, à observer les allées et venues des artistes, à écouter leurs histoires, sans jamais en révéler une seule. Finalement, elle accepta de nous conduire dans une petite salle de répétition, située au fond du théâtre. Là, elle nous raconta comment Irène Adler avait conquis le public londonien grâce à sa voix exceptionnelle et à sa personnalité magnétique. Chaque mot qu'elle prononçait semblait vibrer d'une intensité particulière, capable de captiver même les spectateurs les plus blasés. Elle chantait comme si elle parlait directement à votre âme, dit la femme, ses yeux se perdant dans un lointain souvenir. Mais ce n'était pas seulement sa voix, c'était tout chez elle. Toutefois, elle insista également sur un aspect moins connu. Irène était une stratège hors pair, capable de manipuler aussi bien les hommes que les situations à son avantage. Elle savait exactement ce qu'elle voulait et elle l'obtenait toujours, conclut-elle avec admiration mêlée de respect. Cette remarque fit tiquer Holmes, qui nota soigneusement ces détails dans son carnet. Fort de ces informations, nous décidâmes de visiter l'adresse actuelle d'Irène, un appartement modeste mais charmant près de Soho. En frappant à la porte, je ne pus m'empêcher de ressentir un mélange d'excitation et d'appréhension. Serait-elle là? Et si c'était le cas, coopérerait-elle avec nous? La porte s'ouvrit lentement, révélant une femme dont la beauté me coupa, littéralement le souffle. Irène Adler se tenait devant nous, ses yeux sombres étincelant d'intelligence et de malice. Elle portait une simple robe noire, ajustée mais élégante, qui soulignait sa silhouette gracile.
Chaque détail de son apparence semblait calculé, comme si elle incarnait une œuvre d'art vivante. « Sherlock Holmes », dit-elle avec un sourire presque imperceptible, comme si elle nous attendait depuis longtemps. « À quoi devrais-je attribuer cet honneur ?» Holmes inclina légèrement la tête, ses traits aristocratiques marqués par une intense concentration. « Mademoiselle Adler, nous cherchons votre aide concernant un certain portrait. » Son expression se durcit brièvement, ses pupilles se dilatant légèrement sous l'effet de la surprise. Mais elle retrouva rapidement son calme, comme une actrice maîtrisant parfaitement son rôle. « Ah oui, le tableau qui pourrait ruiner des vies. Entrez, messieurs. » À l'intérieur, l'appartement regorgeait de livres, de partitions musicales et de peintures accrochées aux murs. Les rayonnages étaient remplis d'ouvrages philosophiques, littéraires et scientifiques, témoignant de l'intelligence et de la curiosité insatiable d'Irène. Il était évident qu'elle vivait pour l'art et la connaissance, deux passions, un qui rendait encore plus fascinante cette femme déjà si intrigante. Nous prîmes place autour d'une petite table ronde où elle nous servit une tasse de thé fumant. L'odeur subtile du jasmin emplissait la pièce, créant une atmosphère à la fois apaisante et mystérieuse. Au cours de notre discussion, elle expliqua comment le portrait avait vu le jour et pourquoi il détenait un tel pouvoir sur ceux qui le possédaient. « Ce n'est pas simplement une œuvre d'art, » admit-elle, ses doigts fins caressant et le porcelaine de sa tasse. C'est un symbole de liberté, un rappel que l'amour peut transcender toutes les frontières, même lorsque la société le refuse. Ce tableau représente une vérité que beaucoup préfèrent ignorer, celle de l'authenticité humaine face aux conventions étouffantes. Holmes l'écoutait attentivement, son regard perçant alternant entre fascination et scepticisme. Il savait pertinemment qu'Irène jouait un jeu complexe, mais il restait difficile de déterminer si elle disait la vérité ou si elle dissimulait quelque chose derrière ses mots. « Vous semblez attaché à cet objet, » observa-t-il calmement. « Pourquoi prendre autant de risques pour le protéger ?» Elle le fixa droit dans les yeux, son sourire se transformant en une expression presque mélancolique. « Parce que ce portrait est plus qu'un simple morceau de toile. C'est un fragment de mon histoire, une preuve tangible de ce que j'ai été et de ce que je peux encore devenir. » Tandis que la conversation se poursuivait, Holmes analysait soigneusement ses paroles, cherchant le moindre indice de tromperie. Pourtant, quelque chose chez Irène semblait authentique, presque vulnérable derrière sa façade forte. Cette découverte troubla profondément Holmes, car il prenait habituellement grand soin de maintenir une distance émotionnelle dans son travail. Jamais auparavant une affaire ne l'avait touché de manière aussi personnelle. Avant de partir, Holmes proposa une alliance plutôt qu'un affrontement. « Si vous souhaitez vraiment protéger cette œuvre de toute personne mal intentionnée, travaillons ensemble, » suggéra-t-il, sa voix empreinte d'une gravité inhabituelle. Irène considéra son offre attentivement, ses pensées se reflétant dans ses yeux sombres. Après quelques instants de silence, elle hocha la tête. « Très bien, mais rappelez-vous, monsieur Holmes, je ne sacrifierai jamais mon indépendance, ni pour vous ni pour personne d'autre. » Ces mots résonnèrent longtemps dans mon esprit après que nous eûmes quitté l'appartement. Ils trahissaient non seulement la force intérieure d'Irène, mais aussi une certaine fragilité cachée sous sa détermination. Cette femme n'était pas seulement une adversaire, elle était un mystère vivant, un puzzle dont chaque pièce semblait défier nos attentes. En sortant dans les rues enneigées de Londres, Holmes demeura silencieux pendant un long moment. Je pouvais sentir qu'il pesait chaque détail de notre rencontre, essayant de comprendre les motivations d'Irène et les implications de leur collaboration naissante. Nous avions maintenant une alliée, ou peut-être une ennemie masquée, dans cette enquête labyrinthique. Une chose était sûre, rien ne serait simple avec Irène Adler. Chapitre 3.
les ombres du passé. Le froid de janvier s'immisçait dans nos vêtements alors que nous marchions vers notre prochaine destination. Holmes avait décidé de remonter la piste du peintre responsable du portrait compromettant d'Irene Adler. Si nous parvenons à comprendre qui a créé cette œuvre, nous pourrons peut-être découvrir où elle se trouve actuellement. Mon expliqua-t-il avec son habituelle logique implacable. Notre enquête nous mena dans les quartiers artistiques de Londres, là où les créateurs aux idées novatrices côtoyaient des personnages plus marginaux. Notre premier arrêt fut une galerie, située près de Chelsea, un endroit réputé pour exposer des œuvres audacieuses et provocantes. L'intérieur était baigné d'une lumière tamisée, mettant en valeur les tableaux accrochés au mur. Chaque toile semblait raconter une histoire différente, mais toutes partageaient une certaine intensité émotionnelle. Nous demandâmes à voir le propriétaire, un homme au visage buriné nommé Victor Langley. Il nous reçut avec une curiosité mêlée de méfiance. « Vous cherchez un peintre ?» dit-il après avoir entendu notre requête. « C'est un métier difficile, vous savez. Beaucoup disparaissent dans l'anonymat, d'autres deviennent célèbres malgré eux. » Holmes sortit une gravure représentant une partie du portrait d'Irene Adler qu'il avait obtenu grâce à ses contacts. « Avez-vous déjà vu ce style ?» Langley examina attentivement l'image, ses sourcils se fronçant sous l'effort de concentration. « Ce n'est pas un amateur, c'est certain. Le trait est précis, presque chirurgical. Et regardez ces ombres, elles respirent la vie. » Il nous conduisit ensuite à travers plusieurs galeries annexes jusqu'à un atelier isolé, où il nous présenta à un ancien ami, Émile Moreau, un peintre français exilé à Londres. Moreau était un personnage singulier, avec une barbe grisonnante et des mains couvertes de taches de peinture. Ses yeux brillaient d'un feu intérieur lorsqu'il parla de son art. « Ce tableau, je ne l'ai pas peint moi-même, mais j'en connais l'auteur, » déclara-t-il finalement. Un certain Auguste Dupont, un génie maudit, selon certains. Il a disparu après avoir terminé ce travail. On raconte qu'il a été engagé directement par le roi de Bohême lui-même. Cette information ouvrit de nouvelles perspectives dans notre enquête. Nous apprîmes que Dupont avait vécu dans un petit appartement près de Hampstead avant sa disparition. Avec l'aide de Watson, je compilai rapidement un profil psychologique basé sur les témoignages recueillis. Un homme introverti, obsédé par la perfection, mais aussi vulnérable aux manipulations. Une nuit dans les ruelles sombres. Lorsque nous atteignîmes l'appartement de Dupont, la nuit était tombée depuis longtemps. Les ruelles étaient désertes, plongées dans une obscurité seulement interrompue par les lampadaires vacillants. L'endroit semblait abandonné, avec des fenêtres cassées et des murs couverts de graffitis anciens. Holmes inspecta minutieusement chaque pièce, notant chaque détail susceptible de nous aider. Dans un coin poussiéreux de la chambre principale, il découvrit une boîte contenant des lettres personnelles et des esquisses préliminaires du fameux portrait. Parmi elles, une note particulièrement intrigante attira notre attention, à celle qui voit au-delà des apparences, qui danse avec les ombres et défie les conventions. Ce tableau est ton miroir, ton reflet immortel. Holmes lut ces mots, à voix haute, son expression indéchiffrable. Voilà une déclaration intéressante, Watson. Cette phrase révèle bien plus qu'une simple admiration artistique. Elle trahit une connexion profonde entre Dupont et Irene Adler. Je hochai la tête, partageant son sentiment. Chaque nouvelle découverte semblait ajouter une couche supplémentaire à ce mystère déjà complexe. Plus nous avancions, plus les liens entre les protagonistes devenaient évidents, mais aussi plus embrouillés. Une révélation inattendue. Alors que nous retournions vers Baker Street, Holmes reçut une convocation urgente du roi de Bohême. Celui-ci avait appris que le portrait avait été vu dans un cercle privé de diplomates à Vienne. « Nous devons agir rapidement », insista-t-il. « Si ce tableau tombe entre leurs mains, mes ennemis politiques auront l'arme ultime contre moi. » Ce développement nous obligea à repenser notre stratégie. Holmes proposa d'envoyer un télégramme à Irene Adler, demandant son aide pour localiser le tableau avant qu'il ne soit trop tard.
Sa réponse fut concise, mais significative. « Je serai à Vienne dans 2 jours. Préparez-vous à affronter la vérité. » Ces quelques mots suffirent à alimenter encore davantage notre curiosité. Quelle vérité cachait-elle? Et pourquoi choisissait-elle de nous accompagner dans cette mission périlleuse? Une course contre la montre. Pendant ce temps, Holmes passa des heures à analyser les documents trouvés chez Dupont. Il établit un lien possible entre le peintre et une organisation secrète spécialisée dans le trafic d'œuvres d'art et volées. Cette découverte renforça notre conviction que le portrait n'était pas simplement un objet personnel, mais également une pièce clé dans un réseau criminel beaucoup plus vaste. Les motivations derrière cette affaire sont multiples. Watson, conclut Holmes, politique, émotionnelle, financière, tout converge vers un point commun. Ce tableau doit absolument être récupéré. Ainsi, tandis que la neige continuait de tomber doucement sur Londres, nous préparions notre départ pour Vienne, conscients que l'enjeu allait bien au-delà d'un simple scandale royal. Nous entrions dans une phase critique de l'enquête, où chaque décision pourrait changer le cours des événements. Chapitre 4. Vienne. Le cœur du labyrinthe. Le voyage jusqu'à Vienne fut long et éprouvant, mais Holmes semblait insensible à la fatigue. Assis dans notre compartiment de train, il passait son temps à examiner les documents trouvés chez Auguste Dupont, ou bien à jouer distraitement de son violon, produisant des mélodies étrangement mélancoliques qui résonnaient dans l'air froid de l'hiver européen. Chaque note semblait refléter ses pensées complexes, tissant une toile invisible d'idées et de théories. Lorsque nous arrivâmes enfin à destination, la ville était enveloppée dans une atmosphère féerique, avec ses bâtiments historiques couverts de neige et ses rues animées par les préparatifs pour les fêtes de Noël proches. Mais sous cette beauté apparente se cachait un monde sombre que nous allions bientôt découvrir. Une rencontre inattendue. Notre première étape fut de contacter une source locale recommandée par Victor Langlais, un antiquaire connu pour ses liens avec le marché noir de l'art. Son magasin, niché dans une petite rue pavée près de la cathédrale Saint-Étienne, ressemblait davantage à un cabinet de curiosités qu'à un commerce traditionnel. Les murs étaient couverts de tableaux anciens, d'objets exotiques et de sculptures mystérieuses. « Monsieur Kessler ?» demanda Holmes en entrant. Un homme mince aux cheveux poivre et sel s'approcha, son regard perçant nous dévisageant. Avec suspicion. « Que puis-je faire pour vous ?» Holmes sortit une photographie du portrait d'Irène Adler. « Avez-vous entendu parler de cette œuvre ?» Kessler prit le cliché entre ses doigts courts, son expression changeant imperceptiblement. « Oui, c'est une pièce très recherchée. Elle est actuellement en possession d'un collectionneur privé, un certain baron von Reinhardt, un homme influent, mais discret. Il aime garder ses affaires loin des regards indiscrets. » Cette information confirmait nos soupçons. Le tableau avait effectivement atterri entre les mains d'un personnage puissant et potentiellement dangereux. Holmes remercia Kessler avant de proposer une contre-offre audacieuse. « Si vous pouviez nous organiser une rencontre avec ce baron ?» L'antiquaire hésita, visiblement mal à l'aise. « Ce n'est pas facile. Von Reinhardt ne reçoit que ceux qui ont quelque chose à lui offrir en retour. » Holmes esquissa un sourire en coin. « Je pense que nous avons justement ce qu'il cherche, une soirée masquée. » Le lendemain soir, nous assistâmes à un bal masqué organisé par le baron von Reinhardt dans sa résidence luxueuse située au cœur de Vienne. L'événement rassemblait des dignitaires, des artistes et des membres de la haute société autrichienne. Tous portaient des costumes élégants et des masques sophistiqués, créant une ambiance où les identités étaient floues et les intentions souvent ambiguës. Nous avions prévu une stratégie simple mais efficace. Infiltrer la soirée sans
attirer l'attention tout en restant prêt à agir si nécessaire. Holmes adopta un rôle de diplomate britannique, tandis que je me faisais passer pour son attaché médical. Quant à Irene Adler, elle arriva plus tard, vêtue d'une robe rouge flamboyante qui captivait tous les regards. Sa présence transforma immédiatement la dynamique de la pièce. « Messieurs, » dit-elle en s'approchant de nous avec un sourire charmeur, « je vois que vous avez réussi à pénétrer ce sanctuaire fermé. Bravo. » Holmes inclina légèrement la tête. « Mademoiselle Adler, votre ponctualité est toujours aussi irréprochable. » Elle rit doucement, ses yeux brillants de malice. « Ne soyez pas trop flatteur, monsieur Holmes, nous avons du travail. » Pendant que nous discutions discrètement, Irène observait attentivement les invités, cherchant le moindre indice susceptible de nous aider. Elle repéra rapidement le baron von Reinhardt, un homme grand et imposant, dont chaque geste trahissait une autorité naturelle. Il conversait avec une femme voilée, mais leur interaction paraissait tendue, presque hostile. Une confrontation inévitable. Profitant d'un moment où von Reinhardt était isolé, Holmes décida de prendre l'initiative. « Baron, permettez-moi de me présenter. Je suis un admirateur de votre collection privée. J'ai entendu dire que vous possédez une œuvre exceptionnelle, un portrait réalisé par Auguste Dupont. » Le baron le dévisagea avec froideur. « Et pourquoi devrais-je partager cette information avec vous ?» Holmes sortit alors une lettre signée par Dupont, prouvant que le peintre avait été manipulé lors de la création du tableau. Parce que cet objet pourrait causer bien plus de tort que de profit, monsieur. La réaction de von Reinhardt fut instantanée. Vous jouez un jeu dangereux, monsieur Holmes. Ce portrait appartient désormais à un tiers, et je ne peux rien y faire. Ce dernier coup de théâtre nous prit au dépourvu. Si le tableau avait déjà changé de main, cela compliquait considérablement notre mission, mais Holmes ne se laissa pas abattre. Dans ce cas, peut-être pourriez-vous nous indiquer où trouver ce tiers. Le baron réfléchit un instant, puis murmura quelques mots avant de disparaître dans la foule. Holmes nous rejoignit rapidement, son expression grave. Il a mentionné un nom, Lady Marguerite Duval, une aristocrate française récemment installée à Paris. Avec cette nouvelle information, notre enquête prenait une tournure internationale. Nous devions maintenant nous rendre à Paris pour intercepter Lady Duval avant qu'elle ne mette le portrait sur le marché public. Cette course contre la montre promettait d'être encore plus complexe, car chaque protagoniste semblait avoir ses propres motivations et secrets. Tandis que le train nous emportait vers la capitale française, Holmes et Irène échangèrent leurs hypothèses sur les véritables intentions de Lady Duval. Était-elle simplement une collectionneuse opportuniste ou cachait-elle un agenda politique plus sinistre? Peut-être que cette affaire dépasse même nos compétences, admit Holmes avec une rare humilité. Mais tant que le tableau existe, il reste une menace, et je ne laisserai personne compromettre l'honneur du roi de Bohême, ni moi-même. Chapitre 5. Paris. Le jeu de l'échiquier. Le train nous déposa à la gare du Nord sous un ciel parisien couvert, où les rues étincelaient doucement des premières lueurs électriques qui illuminaient la ville. L'air était chargé d'une humidité froide, mais Holmes semblait imperturbable, déjà absorbé dans ses pensées tandis que nous faisions nos bagages. Notre objectif était clair: retrouver Lady Marguerite Duval avant qu'elle ne mette le portrait en vente publique, ou pire encore, ne l'utilise comme levier politique, une ville aux 1000 masques. Paris, avec ses avenues majestueuses et ses ruelles pittoresques, se prêtait parfaitement à une telle enquête. Les cafés bruissaient de conversations animées, et les théâtres affichaient des spectacles alliant art et scandale. Holmes décida de diviser nos efforts pour maximiser nos chances de succès. Irene Adler, grâce à son charme naturel et sa connaissance des cercles aristocratiques,
se chargerait de fréquenter les salons où Lady Duval pourrait être vue. Quant à moi, je devais explorer les galeries d'art et les antiquaires susceptibles d'avoir des informations sur le tableau. Holmes, lui, préféra rester discret, utilisant ses contacts secrets pour suivre la piste depuis l'ombre. Nous séparâmes donc, conscients que chaque heure comptait. Une piste au cœur des galeries. Mon enquête me mena vers une galerie située près des Champs-Élysées, un lieu réputé pour exposer des œuvres aussi controversées que précieuses. Là, j'eus la chance de rencontrer un marchand d'art nommé Édouard Morel, un homme courtois mais visiblement prudent. Quand je mentionnai le nom de Lady Marguerite Duval, il parut soudain nerveux. « Elle est très discrète », murmura-t-il, après avoir jeté un regard circulaire pour s'assurer que personne ne nous écoutait. « Mais elle a acquis plusieurs pièces exceptionnelles ces derniers mois. Si vous cherchez quelque chose de particulier, je sortis une gravure représentant le fameux portrait d'Irène Adler. » Morel blêmit légèrement. « Oui, ce tableau. Il est passé entre ses mains, bien sûr. Mais attention, monsieur Watson, Lady Duval n'est pas quelqu'un avec qui on plaisante. Elle possède des relations puissantes. » Cette confirmation renforça notre urgence. Avant de partir, Morel ajouta une information cruciale. Elle doit organiser une exposition privée demain soir. Ce serait peut-être votre seule chance de voir l'œuvre de vos propres yeux. Une nuit dans les salons aristocratiques. Pendant ce temps, Irène Adler avait réussi à infiltrer un salon littéraire où Lady Marguerite Duval était régulièrement invitée. Sous le masque d'une femme de lettres anglaise, elle joua avec brio son rôle, captivant l'audience avec des anecdotes savamment choisies. Cependant, sa véritable cible restait la mystérieuse aristocrate française. Lorsque Lady Duval apparut enfin, vêtue d'une robe bleu nuit ornée de perles, Irène sentit immédiatement qu'elle avait affaire à une adversaire redoutable. La conversation fut polie, mais teintée d'une tension invisible. « J'ai entendu parler de votre passion pour l'art », dit Lady Duval avec un sourire ambigu. « Et moi de votre collection », répliqua Irène avec une élégance glacée. « Un certain portrait d'Auguste Dupont m'intéresse tout particulièrement. » Lady Duval hésita puis répondit avec une nonchalance calculée. « Ah, ce tableau, il est effectivement unique, mais je crains qu'il ne soit trop précieux pour être partagé. » Ces mots suffirent à confirmer leurs soupçons. Le portrait était bien entre ses mains, et elle ne lâcherait pas facilement prise. Une stratégie risquée. Holmes, quant à lui, passait ses journées dans un jeu constant d'espionnage et de contre-espionnage. Grâce à ses informateurs, il apprit que Lady Duval avait prévu de transporter le tableau hors de France dès la fin de l'exposition privée. Cette nouvelle accéléra nos plans. Nous devions agir rapidement avant que l'objet ne disparaisse à jamais. Une réunion nocturne fut organisée dans une petite chambre d'hôtel où nous exposâmes nos découvertes respectives. « Nous avons deux options », conclut Holmes. « Soit nous tentons de récupérer le tableau lors de l'exposition, soit nous attendons qu'il soit transporté. La première solution est plus risquée, mais elle offre un avantage stratégique. » Irène approuva. « Si nous intervenons pendant l'événement, nous pourrons profiter de la confusion pour passer inaperçus, mais cela nécessitera une coordination imparfaite. » Nous passâmes le reste de la nuit à planifier chaque détail de notre intervention. Holmes dessina un schéma du lieu, marquant les points d'entrée et de sortie possibles. Irène proposa d'utiliser ses talents d'actrice pour distraire Lady Duval pendant que nous agirions. Quant à moi, je serais responsable de surveiller les alentours, prêt à intervenir si nécessaire. Une exposition piégée. Le lendemain soir, nous prîmes nos positions respectives. L'exposition se tenait dans un hôtel particulier du quartier Saint-Germain-des-Prés, un bâtiment somptueux rempli d'œuvres d'art et de personnages influents. Holmes et moi entrâmes discrètement, tandis qu'Irène arrivait quelques minutes plus tard, accompagnée d'un diplomate italien qui servait de couverture.
La pièce principale était magnifique, avec des lustres scintillants et des invités, élégamment vêtus. Au centre trônait le portrait d'Irène Adler, encadré de manière ostentatoire. Holmes et moi observâmes attentivement les gardes postés autour de l'œuvre, notant leurs mouvements et leurs habitudes. Soudain, une voix retentit dans la salle. « Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter une performance musicale exclusive. » Irène, dissimulée derrière un piano, entama une interprétation magistrale d'une sonate de Chopin. Tous les regards étaient maintenant fixés sur elle, y compris ceux de Lady Duval. Profitant de cette diversion, Holmes et moi nous approchâmes discrètement du tableau. Tout semblait se dérouler selon nos prévisions jusqu'à ce qu'un garde, alerté par un bruit suspect, vienne vérifier les environs. Holmes réagit immédiatement, improvisant une discussion animée avec l'homme pour le retenir. Mais la situation devint critique lorsque Lady Duval remarqua notre manœuvre. « Arrêtez-les !» cria-t-elle, provoquant une agitation générale. Dans le chaos qui s'ensuivit, Irène quitta le piano et se dirigea vers nous, brandissant un revolver avec une assurance tranquille. « Je ne conseille à personne de bouger », déclara-t-elle calmement. « Ce tableau représente bien plus qu'un simple objet artistique. Il est temps de mettre fin à cette mascarade, une fuite audacieuse. » Grâce à leur sang-froid, Holmes et moi parvînmes à extraire le portrait de la pièce avant que les forces locales ne nous rattrapent. Nous nous éclipsâmes par une porte dérobée, rejoignant rapidement une voiture louée à cet effet. Alors que nous filions à travers les rues de Paris, Irène regarda le tableau avec une expression mêlant soulagement et nostalgie. « C'est terminé », dit-elle enfin, « mais je sais que cette histoire laissera des traces dans nos vies. » Holmes acquiesça silencieusement, plongé dans ses pensées. Pour la première fois depuis le début de l'enquête, je vis une once de vulnérabilité chez lui. Peut-être que certains mystères ne sont jamais vraiment résolus. Chapitre 6. Retour à Londres. Les conséquences du scandale. Le voyage de retour vers Londres se déroula dans une atmosphère mêlant soulagement et introspection. Le tableau d'Irène Adler, soigneusement emballé, reposait entre nous dans la voiture. Chacun de nous était plongé dans ses pensées, réfléchissant aux événements qui venaient de se dérouler. Holmes, assis près de la fenêtre, observait le paysage défiler avec un regard distant, tandis qu'Irène, les mains croisées sur ses genoux, semblait perdue dans des souvenirs anciens. Une rencontre inattendue. À notre arrivée à Baker Street, nous fûmes accueillis par une surprise inattendue. Le roi de Bohême nous attendait dans notre salon, visiblement anxieux. Son expression changea immédiatement lorsqu'il vit le portrait posé sur la table. « Vous l'avez retrouvé !» s'exclama-t-il, sa voix tremblante d'émotion. « Je vous suis infiniment reconnaissant, messieurs. Et madame ?» Holmes hocha la tête calmement. « Votre Majesté, ce tableau est désormais en sécurité, mais permettez-moi de vous rappeler que son existence reste un secret fragile. Si jamais il venait à être exposé publiquement, les conséquences pourraient encore être désastreuses. » Le roi acquiesça gravement. « Je comprends parfaitement. Ce portrait sera placé dans un endroit où personne ne pourra y accéder sans mon autorisation explicite. » Il s'adressa ensuite à Irène avec une politesse respectueuse. « Mademoiselle Adler, je tiens également à m'excuser pour tout ce qui s'est passé entre nous. Vous avez fait preuve d'une grande dignité dans cette affaire, malgré mes erreurs passées. » Irène accepta ses excuses avec un sourire discret, mais sincère. « Votre Majesté, chacun de nous porte ses propres fardeaux. Il est temps de tourner la page. » Ce moment marqua une sorte de paix tacite entre eux, bien que leur histoire restât indissociablement liée au mystère du portrait. Une réflexion profonde. Une fois le roi parti, Holmes et moi prîmes un instant pour nous recueillir. Notre ami, d'ordinaire si impassible,
semblait particulièrement pensif ce soir-là. Assis devant la cheminée, il fixait les flammes comme si elles contenaient des réponses invisibles. « Watson, dit-il finalement, cette affaire nous a confrontés à bien plus qu'un simple scandale royal. Elle nous a forcés à questionner nos propres croyances et motivations. J'ai toujours cru que la logique et la raison suffisaient à résoudre n'importe quel problème. Mais Irene Adler, elle représente quelque chose de plus complexe, quelque chose que je peine encore à définir. Je compris alors qu'Irene avait touché Holmes d'une manière qu'il n'avait pas prévue. Bien qu'il demeurât maître de son art, elle avait réussi à ébranler légèrement sa carapace intellectuelle, lui rappelant que même les esprits les plus brillants sont humains avant tout. Un adieu temporaire. Le lendemain matin, Irene nous informa qu'elle devait partir pour quelques semaines. « Mon prochain concert aura lieu à Venise », expliqua-t-elle avec un sourire en coin. « Mais rassurez-vous, je ne serai jamais loin. Cette affaire nous a unis d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. » Avant de quitter Baker Street, elle tendit une enveloppe à Holmes. « Cela pourrait vous intéresser », dit-elle simplement, avant de disparaître dans la brume londonienne. Curieux, Holmes ouvrit l'enveloppe dès qu'elle fut partie. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite accompagnée d'une photographie représentant Irene dans une posture déterminée, comme si elle défiait l'objectif. La lettre contenait ces mots. « Monsieur Holmes, vous avez toujours cherché à comprendre les autres à travers leurs actions et leurs mots. Permettez-moi donc de vous offrir une vérité que peu de gens connaissent. Derrière chaque masque se cache une âme authentique. Ne cessez jamais de la chercher, même lorsque cela semble impossible. Avec toute mon admiration, Irene Adler. » Holmes resta silencieux un long moment, ses doigts effleurant doucement la photo. Puis, sans un mot, il rangea l'enveloppe dans son bureau personnel. Les derniers échos du scandale. Les jours suivants apportèrent leur lot de nouvelles concernant les ramifications politiques du scandale. Le roi de Bohême réussit à officialiser son mariage avec la princesse scandinave, mettant ainsi fin aux spéculations publiques. Toutefois, certaines rumeurs persistèrent dans les cercles diplomatiques, alimentant des conversations discrètes ici et là. De notre côté, Holmes et moi retournâmes à nos occupations habituelles, bien que cette affaire eût laissé une empreinte durable dans nos esprits. Chaque enquête nous apprend quelque chose de nouveau, mais celle-ci avait été différente. Elle nous avait rappelé que la vérité n'est jamais aussi simple qu'elle n'y paraît, et que les personnages les plus fascinants sont souvent ceux qui transcendent les frontières traditionnelles. Une nouvelle enquête à l'horizon. Un après-midi, alors que j'étais plongé dans la lecture d'un vieux journal médical, Holmes interrompit mes pensées avec une exclamation soudaine. « Watson, venez voir cela. » Il me tendit un article relatant une série de disparitions mystérieuses dans les docks de Southwark. « Qu'en pensez-vous » demanda-t-il avec enthousiasme. « Une nouvelle énigme à résoudre ?» Je souris, prêt à relever un nouveau défi. Après tout, tel est le destin des détectives, poursuivre la quête de la vérité où qu'elle nous mène. Chapitre 7. L'écho du passé et l'aube d'une nouvelle aventure. Le crépuscule l'enveloppait Baker Street d'une lumière dorée lorsque Holmes et moi nous assîmes devant la cheminée, savourant un moment de calme après les turbulences récentes. Le portrait d'Irene Adler reposait désormais dans un coffre sécurisé à Buckingham Palace, hors de portée des regards indiscrets. Pourtant, malgré sa disparition physique, son ombre planait encore sur nos pensées. Une lettre inattendue. Alors, que je feuilletais distraitement un vieux carnet de notes médicales, une enveloppe glissa silencieusement sous notre porte. Intrigués, Holmes et moi échangeâmes un regard avant qu'il ne se lève pour la ramasser. L'enveloppe était anonyme, mais son papier épais et ses motifs discrets trahissaient un expéditeur soigneux. Holmes l'ouvrit avec précaution, dévoilant une lettre écrite d'une main élégante. « Monsieur Holmes, permettez-moi de rester dans l'anonymat pour le moment.
Cependant, sachez que votre réputation a traversé les frontières de ce pays jusqu'à atteindre des oreilles intéressées. Une organisation secrète connue sous le nom de la Confrérie des Ombres agit dans l'ombre depuis des décennies, manipulant événements politiques et financiers à grande échelle. Il possède des informations compromettantes sur plusieurs figures influentes, y compris vous-même. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous demain soir à minuit au cimetière d'Highgate. Vous n'y serez pas seul. Holmes relut la lettre plusieurs fois, son visage impénétrable. Watson, voici une invitation qui promet d'être aussi intrigante que dangereuse. Je hochai la tête, conscient que cette affaire pourrait bien surpasser tout ce que nous avions connu jusqu'alors. Acceptons-nous le défi? Il esquissa un sourire en coin. Naturellement, rien ne vaut une bonne énigme pour stimuler l'esprit. Une nuit au cimetière. Le lendemain soir, nous nous rendîmes discrètement au cimetière d'Highgate, un lieu sinistre où les statues gothiques semblaient veiller sur les morts. La lune projetait des ombres fantomatiques entre les tombes, créant une atmosphère irréelle. Holmes tenait une lanterne à la main tandis que je vérifiais discrètement mon revolver, prêt à intervenir si nécessaire. Nous fûmes rejoints par une silhouette encapuchonnée qui surgit de derrière une stèle funéraire. « Monsieur Holmes », dit-elle d'une voix féminine, étouffée mais claire. « Merci d'avoir répondu à mon appel. Je m'appelle Eleanor Grayson et je suis une ancienne membre de la Confrérie des Ombres. J'ai décidé de rompre mes liens avec eux après avoir découvert leurs plans les plus sombres. » Holmes inclina légèrement la tête. « Et ces plans concernent-ils directement ma personne ?» Eleanor hésita avant de répondre. « En partie, oui. Ils disposent de documents compromettant sur plusieurs personnalités éminentes, y compris sur vos activités passées. Mais leur objectif principal est de renforcer leur emprise sur les gouvernements européens. Votre intervention pourrait être cruciale pour les arrêter. » Elle nous tendit une pochette contenant des preuves accablantes. Lettres codées, photographies et rapports financiers. Voici une première piste. Suivez-la et vous découvrirez bien plus que vous ne l'imaginez. Avant que nous puissions poser d'autres questions, elle disparut dans l'obscurité comme une ombre fondant dans la nuit, une piste vers l'inconnu. De retour à Baker Street, Holmes passa la nuit à analyser les documents fournis par Eleanor Grayson. Chaque mot semblait nourrir son enthousiasme intellectuel, chaque indice étant soigneusement annoté dans son carnet. « Watson, cette affaire dépasse tout ce que nous avons vu jusqu'ici. Elle mêle espionnage international, corruption, politique et secrets familiaux. Nous allons devoir voyager loin, très loin, pour percer ce mystère. » Je me levai pour remplir 2 verres de brandy, offrant un peu de chaleur humaine au milieu de cette complexité croissante. « Alors, où commençons-nous » Holmes pointa un doigt vers une adresse inscrite sur l'un des documents. « À Berlin, semble-t-il, un certain professeur von Kleist détient des informations essentielles. Préparez vos bagages, mon ami, nous partons dès demain matin. » Ce dernier chapitre marque une fin ouverte, laissant entrevoir de nouvelles aventures pour Holmes et Watson. Le scandale en Bohême reste gravé dans nos mémoires, non seulement comme une enquête résolue, mais aussi comme une leçon sur la nature humaine et ses paradoxes. Irène Adler, bien que partie, continue de hanter nos pensées, symbolisant cette frontière ténue entre adversaires et alliés. Mais déjà, une nouvelle énigme s'étend devant nous, prête à être dévoilée. Avec elle viennent des dangers inconnus, des alliances improbables et des vérités troublantes. Car tel est le destin des grands détectives, poursuivre la quête de la vérité même lorsque cela implique de plonger dans les abysses de l'humanité. Restez connectés pour découvrir comment Holmes et Watson affronteront leurs prochains défis. Le monde est vaste et les mystères sont infinis. Chers amis et fidèles auditrices et auditeurs, nous voici arrivés au terme de cette incroyable aventure avec Sherlock Holmes,
le docteur Watson et l'énigmatique Irène Adler. J'espère que chaque chapitre vous a transporté dans les rues pavées de Londres, les salons élégants de Vienne et les couloirs secrets de Paris. Ensemble, nous avons exploré un monde où l'esprit triomphe toujours, où la vérité émerge même des ombres les plus profondes. Je tiens une nouvelle fois à vous remercier pour votre présence et votre écoute attentive. Votre soutien est une source inestimable d'inspiration pour moi, et c'est grâce à vous que je peux continuer à partager ces histoires captivantes. Chaque like, chaque commentaire et chaque partage comptent énormément, car ils me permettent de toucher davantage de personnes passionnées par l'univers fascinant de Sherlock Holmes. Mais notre voyage ne s'arrête pas ici. D'autres mystères nous attendent, d'autres intrigues labyrinthiques se dessinent déjà à l'horizon. Alors restez connectés, car très bientôt, nous plongerons ensemble dans de nouvelles aventures qui promettent d'être aussi palpitantes que celle-ci. Avant de nous séparer, prenez un moment pour respirer profondément, fermez les yeux et laissez cette histoire résonner encore un peu en vous. Rappelez-vous que, comme Sherlock Holmes, chacun de nous peut découvrir des trésors cachés, des vérités enfouies, tant que nous gardons esprit ouvert et curiosité intacte. Merci encore pour votre fidélité et à très vite pour de nouvelles découvertes.